Bienvenue à la 52e édition du Festival du Nouveau Cinéma. Je suis Zoé Protat, la directrice de la programmation. Ça me fait un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Cinéma du Musée avec vraiment deux invités de marque. Chloé Robichaud, Egoyan, bienvenue à Montréal d'ailleurs. On est vraiment ravis de vous accueillir au FNC où sont présentées en fait vos deux plus récentes œuvres à chacun. You had your premiere last night here at the Cinéma du Musée. Chloé aussi, tu as eu ta première québécoise il y a 2 jours, ici même. Et donc, Seven Veils et Les jours heureux, c'est les titres de vos plus récents films. Et en fait, lorsque nous avons vu ces 2 films, on a été complètement soufflés en fait par les parallèles qui existent entre les 2 films. Et it was like a dream come true to have you both on stage to talk about your 2 most recent works. C'est des films qui se répondent de très belle manière. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation à avoir une conversation croisée. Nous avons appelé ça une conversation croisée. Donc, 2 films. Both films are set in the classical music world, and they both highlight really. Ah, je reste en français pour le moment. Ah, merveilleux. S'il y a quoi que ce soit, on peut traduire ou faire un petit peu d'anglais également. Donc, 2 films qui sont centrés en fait dans l'univers de la musique classique et 2 films qui mettent en lumière des personnages féminins très complexes, très forts, qui sont dans des positions de pouvoir. Donc, Seven Veils, je vais vous faire des petits résumés après. D'abord, je voulais juste remercier la DGC, la Directors Guild of Canada, qui soutient cet événement. Donc, on a donc 2 réalisateurs canadiens avec nous, donc de 2 provinces différentes. Donc, c'est vraiment chouette. C'est une conversation. Donc, n'hésitez pas évidemment à échanger entre vous. C'est pas un entretien avec moi. Donc, moi, je vais lancer des sujets et puis amusez-vous à échanger ensemble. Donc, je vais faire des très rapides présentations de vos films. Les 2 films auront une 2e séance au festival, donc vous pouvez évidemment venir les voir. Et toi, ton film, Chloé, sort en salle très bientôt, le 20 octobre. Pour Seven Veils, ça va être un peu plus tard. Je pense qu'il n'y a pas encore de date, mais évidemment, vous pourrez finir par le voir ici à Montréal. Donc, Seven Veils, si je me souviens, si je calcule bien, c'est votre 18e long métrage? Oui, 18e long métrage. Donc, met en scène le personnage de Janine, qui est interprétée par Amanda Seyfried, qui est une metteur en scène de théâtre, d'opéra, voyons. Metteur en scène d'opéra qui remonte la fameuse mise en scène de Salomé de Richard Strauss. Et en fait, cette mise en scène avait été faite par un grand metteur en scène dont elle était l'assistante et qui était son mentor. Et son mentor est aujourd'hui décédé et elle reprend cette mise en scène, ce qui, en fait, lui ramène plein de souvenirs par rapport à sa relation avec le metteur en scène d'origine et ainsi que par rapport à sa relation avec son père et sa famille. Donc, Disturbing memories from her past as her repressed trauma colors the present. Donc, voilà. Sinon, Chloé, donc, Les jours heureux, c'est ton 3e long métrage après Sarah préfère la course et Pays. Et Les jours heureux met en scène Emma, qui est une jeune chef d'orchestre, une étoile montante. Elle est en pleine ascension. Et elle aussi entretient une relation complexe avec son père, qui est aussi son agent. Donc, il a une énorme emprise sur elle et sur sa carrière. Et elle doit jongler entre les pressions de sa vie professionnelle et aussi faire face à plusieurs choix et avenues à prendre dans sa vie personnelle. Donc, 2 films avec des personnages féminins dans le milieu de la musique classique, une chef d'orchestre, une metteur en scène. Elles sont à une période très trouble de leur vie. Elles ont beaucoup de défis à relever. Et j'ai tout de suite envie de vous lancer sur le sujet et le milieu de la musique classique, en fait, parce que vous avez écrit 2 scénarios originaux. Donc, vous avez choisi de mettre en scène le milieu de la musique classique.
Chloé, est-ce que tu pourrais nous raconter ta ou tes rencontres avec la musique classique et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à imaginer un récit campé dans ce milieu? Donc, je disais, pour être honnête, que je connaissais pas la musique classique tellement avant de me lancer dans le scénario, alors que j'avais hâte d'entendre justement Tom, parce que j'ai l'impression que l'opéra, c'est quelque chose qu'il connaît profondément. Mais dans mon cas, donc, c'était plus... j'ai vu un concert et j'ai vu une femme chef d'orchestre sur un podium, et pour moi, ça a été un déclic. Je trouvais que c'est une image très, très forte, un symbole féminin à l'écran qui me parlait. C'est quelque chose que j'aime faire habituellement dans mes films, présenter des personnages féminins dans des rôles plus dits de pouvoir, entre guillemets, et qu'on n'est pas habitué de les voir dans ces rôles-là en société, et donc encore moins à l'écran. Ça m'intéressait beaucoup. Puis là, je me suis plongée dans la musique classique, puis j'ai découvert tout un monde que j'ai jugé beaucoup plus moderne que ce que je croyais. J'ai l'impression que plus j'en parle, que je ne suis pas la seule parfois à imaginer la musique classique comme quelque chose d'un peu élitiste, qui appartient à une autre époque. Et c'est pas ce que j'ai vu. J'ai rencontré Yannick Nézé-Séguin, qui était le conseiller musical sur le film. Et je me suis rendu compte de tout le potentiel contemporain, en fait, du sujet. Ce qui m'a amené à vraiment faire des belles découvertes. Puis, grâce à Yannick aussi, là, j'ai dû faire les bons choix par rapport au film. Fait que je dirais que ça a été ça pour moi, le début, là, je dirais la genèse, ouais. Monsieur Egoyan, vous avez une longue relation, une histoire avec l'opéra. En fait, Salomé, l'opéra que le personnage principal du film dirige, vous l'avez dirigé à plusieurs reprises. Vous l'avez remonté 3 fois, je pense? Non, 7 fois. 7 fois? Oh mon Dieu, OK. Donc, en 96, c'était la première mise en scène avec le Canadian Opera Company. Donc, en fait, en 96, on est pile entre 2 de vos grands classiques, donc Exotica and The Sweet Hereafter. Donc, comment êtes-vous arrivé à diriger un opéra entre ces 2 films qui sont très célèbres? C'est une bonne question. Ça marche? Oui, ça marche? No. When the artistic director of the Canadian Opera Company saw Exotica, he thought that the themes of that film were very close to the themes of Salome. And when he presented it, I listened to the opera, and I wasn't raised with opera. It wasn't in my background, but I really loved the play by Oscar Wilde. And then suddenly there was a moment where I got very excited because the music was this incredible representation of what Oscar Wilde was doing with language, what Richard Strauss was doing with music. So I got very excited. And also there was a very traditional version of Salome at the Canadian Opera Company, very biblical, with a lot of kitschy fans and decorations and feathers. And I thought, okay, since the audience knows this classical version, let's do something which is reacting to that. So we designed this very expressionistic set. We took away all of the biblical kind of crowd. We made it very distant, and we focused on the family drama. And also, I realized that we have this 8-minute dance of the 7 veils, which normally it's very embarrassing because you have to watch a soprano like dance for 8 minutes, and sometimes they're good, sometimes they're terrible. So I thought, well, it's 8 minutes of beautiful music, so why not use it to create a film or some sort of a visual display. So in this version, Salome sits on a swing, and she's lifted up on stage, and her skirt unfolds into a huge screen, and it becomes a flashback into her past. So these were really exciting ideas. Both Exotica and Sweet Hereafter deal with the theme of abuse, but they do it in a very discreet way. Like it's almost as though I'm in the mind of the person who's being abused and trying to imagine how to visualize what they imagine their parent is doing. In the case of Exotica, there's also dance, of course. But when I approached this opera, I thought I will deal with the violence of this, the essential violence of what it means to be victimized and the rage it creates. So it was quite liberating for me. And
especially because it's between these two films. So yeah, and I've done. I think in this film I'm interested in opera as a milieu, as a working environment. I think we both are. Like the hierarchies in the company, and like I think, yes, I have the character of Charles, who was the mentor, but you have the character of Philippe, right, who's kind of this position. And so there are these structural aspects, and it's power dynamics which are fascinating to me, and I found totally fascinating in your film. So there's also this question of violent fathers, right? And but we were just talking. The main difference for me in the two films is I'm dealing with a character who's sorting through their past, and Emma, your character, is very much in the present. And as viewers, we're very much in the present as we're watching it. Yeah, that's right. Yeah. Yeah. Do you have favorite composers, classical composers? Oh yeah, I mean, sure. Like I love Bach because I love counterpoint, you know, and so it's so beautiful when you're using Bach as well, and I love, you know, like for opera, I really think that, like, I do like Wagner a lot. I mean, I think as a dramatist, he's a terrible person, of course, like an awful man. But what he is doing musically and working with drama is really incredible. So I was lucky to work with the first Canadian ring cycle that we did when we opened the Opera House in Toronto. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique classique dans le processus d'écriture de vos films? Oui, moi, I studied classical guitar, so I play classical guitar. My fingernails are long here, and so I still play. My sister is a classical pianist, so like I'm very, yeah, I love the music. As I'm listening, I mean, for this film, of course, I'm listening to the opera like over and over again. I know this opera very well, you know, 7 times. But I'm surprised you don't have a background in classical music, because it's really intimate. Like it's very direct. I mean, and did Emma, the actress that plays Emma, Elle n'a aucun, she doesn't have any background either. Oui, donc les deux, en fait, ni Sophie Desmarais qui joue Emma, ni moi, on ne lit pas la musique et on ne joue pas d'instrument. Je pense, mais c'était beaucoup de recherche, énormément. Tu sais, ça m'a pris 7 ans d'écriture et de préparation à faire le film. Je me suis vraiment engagée, immerse myself in the classical world. Donc c'était beaucoup, c'est ça. Je pense que, mais j'aime ça faire ça avec mes films, de plonger dans des univers que je connais pas, puis trouver des liens. Puis vous parliez de hiérarchie, des luttes de pouvoir, mais moi ça me fait aussi penser à mon métier. La réalisation, l'univers du cinéma. Je veux dire, on est des auteurs, on est des artistes, mais on fait quand même partie d'une business. Il y a toute cette sphère-là de pouvoir autour de nous. Fait que je pense que j'étais capable aussi de me projeter. Même si je ne connaissais pas nécessairement la musique classique, on dirait que j'étais capable de faire des liens avec mon métier, avec mon travail. Donc, je ne sais pas si c'était le cas pour vous, mais... Comment est-ce que vous avez rendu compte tous les détails de la conversation? Par exemple, la conversation avec les 2 agents français qui proposent spécifiquement certaines images qui sont vraiment frappants. Like when they were saying about, like, we will get you to play in these types of halls. We will make sure that... was this through conversation with Yannick or... Oui, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur quelle a été l'implication en fait de Yannick Nézet-Séguin et de l'Orchestre métropolitain par rapport au travail de Sophie puis au tien aussi? En fait, ce que j'aime faire, mes premières versions de scénario, j'essaie de faire à ma tête. Autrement dit, j'écris selon mon impression de ce que des agents français pourraient dire, et en sachant que je vais sûrement faire des erreurs. Puis, j'essaie d'écrire des répliques qu'une chef d'orchestre peut-être pouvait dire. Donc, de ne pas me laisser influencer. Suite à quoi, j'ai fait lire le scénario à Yannick Nézet-Séguin et d'autres chefs, mais surtout Yannick qui était le conseiller principal. Puis donc, Yannick, après ça, est venu me donner des informations, des détails. J'ai parlé aussi à beaucoup de musiciens. C'est vraiment un travail, en fait, de recherche, puis d'aller chercher les détails, d'observation aussi. Je suis allée observer beaucoup de répétitions.
Puis je prenais des notes sur le langage, les mouvements. J'allais beaucoup dans tous les détails, là, même jusqu'aux les bouteilles d'eau des musiciens, de quoi ça avait l'air. Là. Je voulais vraiment aller au-delà du cliché, en fait, qu'on s'imagine de la musique classique, puis aller plus dans ces détails-là. Mais je pense que c'était d'avoir l'humilité de dire, ben je ne sais pas tout et j'ai besoin de l'aide de quelqu'un pour me relire, pour ajuster avec moi. Là. Wow. Mm-hmm. Et l'opération de la caméra, c'était exquisite, particulièrement quand elle propose le Schoenberg. Ouais. Il avait une tension avec l'objectif qui était vraiment frappant. Mm-hmm. Et avec le malheur, le mouvement était complètement intégré. Ouais. C'est vraiment... Est-ce que vous avez eu la conversation avec l'opérateur? Je crois que c'est le même... Oui. Le DOP était l'opérateur en même temps. Oui, exactement. Le directeur photo qui s'appelle Ariel Méthode qui faisait la caméra. Puis j'ai demandé à Ariel de faire le film, sachant qu'il était, il est excellent en caméra épaule. C'est vraiment sa force. Il bouge très, très bien avec une caméra. Puis c'est une des premières choses que je lui avais dit. Je veux quelqu'un à la caméra qui ressent la musique, qui va comme comprendre les mouvements de la musique et l'émotion, surtout pour le malheur. J'ai surnommé Ariel l'homme qui danse parce qu'il dansait vraiment avec la caméra. J'aurais voulu qu'on le filme quand il faisait le malheur, c'était vraiment comme... Oui. C'est assez spectaculaire parce que ça pèse très, très lourd quand même, une caméra, puis d'être capable pendant 7 minutes de danser, de se baisser, de se relever. C'est un travail physique et en même temps émotionnel hallucinant qu'il a fait. Ouais. Ça m'apprend vraiment proche à la musique, l'esprit de la musique. No. Puis à l'inverse, moi, ce que j'ai remarqué de nos films, c'est que, donc, c'est ça, moi, je suis dans une caméra qui est très, très proche, très serrée. Puis à la différence où vous êtes allé dans des plans plus larges, plus, je dirais, que j'ai adoré, des plans de caméra comme très fluides, très comme des dolly, très lents, très organiques. Mais j'avais l'impression, en fait, d'être dans un théâtre. Il y a comme quelque chose où l'environnement est toujours important dans chaque scène. Je me demandais, est-ce que dès l'écriture du scénario, c'était un choix que vous c'était conscient, vous saviez que vous alliez là, ou c'est venu plus tard? C'est l'idée de la voix, cette voix, mais il y a plusieurs voix dans le film, avec tous les écrans, toute la composition. Il y a 7 voix. There are 7 men that she's sorting through between John the Baptist and her father and her mentor, and the spirit of Richard Strauss, the spirit of Oscar Wilde, the spirit of the various, like, and then there's also the 7 women as well, between Salome, between the mother, between the assistants, between her own former self, as a child. So it's very complicated, this idea of the system of veils, right? And then even when with the video screen, when she's watching the family, it's always a bit distant. Mm-hmm. That's what, and I think this is how I'm thinking my film is dealing with this, because in a way she understands her trauma. Like we understand that she talks about it with her husband. Everyone knows her trauma. What she doesn't know is how this experience is kind of re-traumatizing her. Because, you said she's a director of opera. I don't know if she is anymore. I think she's directing theater, and she says trade shows, and so this is a very unusual opportunity. Mm-hmm. And maybe she's a little out of her depth, so that she's understanding that maybe she won't be successful. It's a bit like your character with the Schoenberg, right? Yeah. And there's this panic that if she's not successful, in this case, that traumatizes her because she's given the opportunity to tell her story, but if she's not communicating it successfully, does that mean the story is invalidated? And it's a big question as artists, right? And she's like really tortured by this, and no one is helping her. Like she's alone. The only person who's watching her is us, but we're watching her through this kind of distance. But with Emma, we're watching her very closely. Mm-hmm. So I love the details that you provide, like the ear, when we're seeing her in the morning and we see the close-up of the ear, then we see her protecting the ear in the subway, then we see when in the water, the ear. So we're seeing there's an intimacy
with her body, which is really touching. And also I love the opening where we see her with the swimming, and we see her, the panic of the swimming. We understand the father later on throwing her again into the water. And then at the end when she goes to learn how to swim, it's affirming and positive. And I think my film is a bit more, it's a different tone. Oui, mais j'ai trouvé que nos deux personnages étaient très seuls. Oui, c'est justement, il y a beaucoup de solitude chez les deux personnages qui sont exprimés par la caméra différemment, mais ce qu'on ressent, c'est ça, c'est des femmes qui ont beaucoup de pression, qui ont des enjeux de vie quand même très difficiles et qui sont seules au final, même s'il y a beaucoup de gens autour d'elles. Mais en même temps, elles sont seules. La relation que... When we see the relationships that Emma has, there's an intimacy. Like with her lover, it's very intimate. Even with the father, when the father is coming to talk about the mother, and we're seeing the close-ups of Emma, it's very present. Like and we both have very expressive actresses. Like, you know, like Amanda. On va en parler de vos actrices. Mais oui, parlons-en, c'est vrai. Mais oui, tout à fait. En fait, c'est des actrices avec qui vous avez réalisé plusieurs projets. C'est des actrices qui vous suivent dans vos œuvres. J'aimerais savoir d'abord si vous écrivez pour elles, et ensuite, qu'est-ce que vous admirez et recherchez chez elles en tant qu'artiste? En fait, pour Sophie, donc c'est ça, Sophie avait fait mon premier long-métrage, Sarah préfère la course, puis moi, c'est justement, on parlait d'expression, mais ce que j'aime avec Sophie, et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Amanda, mais c'est que tu peux placer une caméra, il n'y a pas de dialogue, mais les choses passent. Oui. C'est comme... Il y a une vie intérieure, par le regard. Sophie est toujours habitée. Oui, il y a une très belle intensité. Une intensité, donc pour moi, là, dans Les jours heureux, c'est mon film qui, je dirais, parle le plus. Mais mes autres films parlent peu en termes de mots. On est plus dans les silences, dans les malaises, Mais donc, d'avoir quelqu'un comme Sophie, ça me permet de véhiculer, en fait, cette intensité-là. Et c'est aussi quelqu'un qui travaille tellement fort. Et pour faire un chef d'orchestre comme ça, c'était 2 ans de préparation. Donc, j'avais besoin 2 ans pour avoir toute la gestuelle. Bien, évidemment, pas 2 ans temps plein, là, mais il y a eu un 6 mois intensif avant le film. Vous avez eu l'idée à faire le film il y a 3 ans? 7 ans, mais Sophie sait qu'elle fait le film depuis peut-être 4 ans. Puis là, un peu 2 ans avant de tourner, on s'est dit, OK, il faudrait quand même ouvrir la machine pour déjà commencer à comprendre la posture, déjà apprendre à ce que les 2 mains ne fassent pas la même chose. Oui. C'est très long, c'est très difficile. C'est extrêmement physique et sportif comme rôle. Oui, elle a fait du tai chi, exemple, pour comme aussi apprendre à délier les mains, de séparer un peu les mains des épaules. C'est un travail avec ça demande beaucoup de rigueur. Je savais que Sophie allait mettre le cœur et le temps pour le faire. Oui. C'est intéressant parce que moi j'ai fait un film il y a 4 ans, The Guest of Honor, where the actress was conducting, but she was conducting a high school band, so she wasn't professional. She was basically like dancing, but you know the work you're doing, it's very difficult because she has to be in advance of the beat. Yeah. Which is very difficult for a non-musician, and also to be able to use the other hand in this other. So you're right, it's very syncopated. Oui, et d'être capable de regarder les bons musiciens au bon moment. Oui. Donc, d'avoir tout ça dans la tête, en plus de jouer l'émotion du personnage. Donc, c'est pas juste d'être technique, il faut quand même que tu sois dans l'intensité d'Emma dans ce moment-là. Donc, c'est assez phénoménal. Je suis très fière de ce qu'elle a fait. Puis, mais je trouvais, c'est ça, en voyant votre film hier, que Amanda a vraiment ce regard, un regard qui me faisait penser à Sophie. Puis je me suis dit, je pense que j'aimerais beaucoup travailler avec Amanda. Mais oui, il y a comme... elle dit pas nécessairement, elle n'a pas tant de répliques non plus que ça, mais je trouve qu'on ressent tellement, il y a tellement de nuances aussi dans ce qu'elle a à offrir. Oui. I worked with her 15 years ago on Chloé, but is when I saw her in the series The Dropout, which she was amazing playing Elizabeth Holmes, and I was just really excited by the how she was able to inhabit that character. But even when I was working on Chloé, like we just had a very good experience, and we kept promising we would work together again. And when I wrote this, I was thinking of her. I
a bit surprised that she still looks so young. That's why we have this line in the film that, I'm older than I look, because she's supposed to be like in her late 30s in the film. I don't know if I wrote her scenes like you have written, where when she's in confrontation with someone that she's close to, it's always through the screen. It's like it's through Skype. So she's not observing their details the way that like Emma is watching the father. Like I'll never forget that, because you can see that she's wondering if the father is going to cross this line of like being violent with her. And it's just shocking when he is. Like when she says that she's changing the agent, like he's no longer going to be the agent in the parking lot, and he has this moment of like he's very physical with her. So she's constantly in this kind of and in the car when he's driving, and she's. It's very sad. It's like you really feel her the physicality of how threatened she is and scared she is, her fear. And I don't think I allow Amanda to be in this place in the film. Yeah. Mais dans leur relation avec leur père respectif, vous avez choisi de laisser beaucoup de zones d'ombre. Vos personnages sont écrits. Le passé est révélé à très petites touches. Des fois, il y a une porte qui s'entrouvre sur peut-être quelque chose qu'on commence à comprendre, une certaine violence qui n'est pas toujours nommée. Évidemment, elles ont vécu des traumas différents, mais on reste dans le domaine de l'abus, de la violence. Comment vous avez construit, en fait, ces personnages-là, surtout la révélation de leur passé et la relation avec leur père, et les hommes en général, je dois dire? Well, again, it's very interesting because her father denies that he ever hit her, right? He says at one point, but of course he's done so much other violence. So it's, you're seeing how he's living with his denial and that she's still dealing with his denial. We're not seeing, like in my film, he's in the past. We don't see how we see the mother's denial as we see also the mother's denial in your film. But it's just not as, I said yesterday, I'm dealing from a very specific perspective. So for those of you who were not here yesterday, my adolescent experience, I was in love with this woman who, I was obsessed with her from 13 to 18. But the whole time we were together, I found out after she was being abused by her father. So I knew that there was something strange. The father was a very well-known artist in the city. He had exhibitions of erotic portraits of her, but no one really said anything, and she was in denial, and so I also kind of was in denial. But this really marked me. It was and he was very charismatic, like very, he was like the classic kind of grooming, like he was grooming her in a certain way. So that's why I was fascinated by this relationship of the father as an agent and all the projection that he's putting on. So in my film, you can see that this is maybe what the father was doing with her as well, but it's very distant. It's not like as immediate as your film. So that's a very different experience. Je pense justement que j'étais un peu intéressée par des relations. Exemple, je ne sais pas si vous regardez le tennis, mais au tennis, c'est quand même assez fréquent dans l'histoire que des joueuses étaient coachées par leur père. Et donc, je voyais ça des fois. Et pour certaines, honnêtement, ça n'a pas toujours bien terminé, où on a su qu'il y avait des relations un peu d'abus psychologiques ou voire même physiques. Je pense qu'il y a aussi des belles histoires, mais bon. Et donc, ça m'intéressait. Et je trouve, on était un peu post-MeToo dans les dernières années quand j'ai commencé à penser au film. Puis je me disais, la toxicité là, qu'on a dans nos liens, elle vient de quelque part. Puis, je veux dire, c'est cliché à dire, mais les racines, c'est les fondements de qui on est, c'est la famille. Puis, c'est comment on passe cette violence-là d'une génération à l'autre. Puis, toute cette violence-là qu'on porte, comment elle se transmet, en fait, dans nos autres relations, que ce soit amoureuses ou familiales, bref. Donc, c'est ces deux univers-là qui m'ont donné envie d'aller plus loin dans la relation du père et de la fille.
Fait que c'est un peu... moi, je dirais que c'est vraiment le Me Too qui a été une bougie d'allumage pour moi. Ben, justement, je vais rebondir directement sur ce sujet-là parce que dans Seven Veils, il y a une scène qui m'a vraiment, vraiment marquée. C'est la scène de l'enregistrement du podcast où, en fait, l'animateur a vraiment un comportement extrêmement pervers avec Janine. Et, en fait, il la force à révéler des choses qu'elle n'a pas envie de révéler. Il lui demande de prendre position alors que ce n'est pas du tout la place. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette scène et du personnage de l'animateur abusif? Yeah, because in the preparation, the rehearsal, I said to this actor, let's imagine that you were also victimized by Charles, that you were also in this strange cult of Charles, that Charles was this... Charles étant le metteur en scène qui était le mentor de Janine. So he has this personal, almost like he's passing his trauma onto her, like he's so even though that's not evident in the film, that detail, it informs his energy, because he has this, he's very malevolent, like very, there's something very perverse and cruel about him, but it's coming from this very dark history that he must have also with Charles. So rather than share that in an empathetic way, he attacks her with it, right? So, and I think that's what she's sensing as well, like there's something very strange. And maybe even that this whole thing is set up by the assistant, Nancy, because we realize when she leaves that Nancy is outside the whole time. So maybe there's something even in her mind, like she's imagining like everyone in this company is working against her in some way, that everyone is trying to, and whether or not that's real or in her imagination, it's not clear, but there's this feeling that there's these forces working against her. Now, yeah, I mean, it's interesting that there's a lot of subtext in the film, and what's interesting about your film is that it's all quite clear. Like it's in the present. Like we're seeing all of this worked out. What's interesting is the way you use the Mahler to go into the family images, and I'm using the Strauss, like in the dance. Like I'm finding that really weird too, that we both have this, we're using these classical pieces to have entry into these flashbacks. I know. When I saw that, I was like, and the structure of it, the way we structure it is, it's weird. It's like we talked before. C'est la chose que j'ai peut-être trouvé la plus passionnante dans vos deux films. Oui. C'est à quel point le choix des pièces musicales et des œuvres elles-mêmes, en fait, donne tellement de clés sur les personnages, leur cheminement, leurs pensées, leurs émotions. Et Chloé, je te le redis, le passage de Mozart à Schoenberg, à Mahler et à Amy Beach aussi, cette compositrice américaine. Donc, j'aimerais que tu nous en dises plus sur le choix des pièces, en fait, et le choix des compositeurs eux-mêmes, parce que ces compositeurs-là ont une aura très forte. Voilà. Ben oui, pour rentrer dans le film, je voulais que des gens qui ne connaissent pas la musique classique nécessairement, comme moi au début, en fait, qui ne connaissaient pas bien la musique classique, puissent rentrer dans le film et sentir que le film est pour eux aussi. Donc, ça, je gardais ça en tête. Et je me suis dit, ben Mozart, c'est le meilleur accès, là. Je veux dire, on a beau rien connaître. Mozart, on a entendu Mozart, que ce soit chez le dentiste ou dans l'ascenseur, tu as déjà entendu Mozart. donc, je me disais, ça, c'est une bonne porte pour entrer. Et en même temps, ça convenait tellement bien à Emma. Au début, tout le monde lui dit, ben, elle est formidable, mais elle était très technique, un peu première de classe. Pour moi, Mozart correspondait bien à ce côté-là. Puis quand on a choisi le choix des extraits de Mozart, ben, il y avait quelque chose aussi dans le rythme qui allait, dans le body language, faire que Emma allait être tendue. Donc, c'était pas juste de choisir la musicalité, c'était d'être capable de voir, OK, mais qu'est-ce que ça va faire dans le corps? Quelque chose de physique aussi, oui. Et ça, c'est en parlant aussi avec Yannick, qui, lui, faisait des vidéos, il se filmait pour me montrer un peu qu'est-ce que ça allait donner. Donc, ça me permettait de voir, OK, ça correspond. Et puis là, de faire, oui, donc d'accord, il y a une certaine beat, une rigidité là, que Sophie n'aura pas le choix de ressentir. Donc, ça, c'était la première chose. Schoenberg est arrivé très, très rapidement dans le scénario et c'est grâce à Sophie.
Je lui avais parlé du film, j'étais même pas à la première version de scénario, là. J'étais dans un synopsis scène à scène. Puis elle me dit, est-ce que tu as déjà écouté Schoenberg? Et je connaissais pas du tout. Elle avait joué Péléas et Mélisande au TNM. Et c'était Schoenberg, la musique de Péléas. Elle me dit, j'ai l'impression, je sais pas, que ça pourrait correspondre. Et là, je me lance là-dedans et je me mets à lire sur l'histoire de Schoenberg, ce que ça représente. Et Schoenberg, c'est de la dissonance. Tout est à propos de la dissonance. Et ce mot-là m'est resté parce que Emma ne vit que de la dissonance. Elle voudrait une relation avec son père, mais c'est dissonant. Avec son amoureuse, encore là, son amoureuse met tout le temps les freins. Avec sa mère, c'est juste des non-dits. On n'est pas dans une vérité. Donc, ça correspondait vraiment bien. Puis en même temps, il y a une forme de violence auditive dans Schoenberg qui à ce moment-là, dans l'histoire, ben c'est un peu on y va là, dans le chaos, et qui correspond aussi à l'état du père, à cette violence-là qu'on transmet. Puis elle veut s'affirmer, elle veut prendre un risque. Mais c'est dangereux. Oui, Schoenberg a quelque chose de dangereux. Puis ça, on le dit quelquefois dans le film, qu'elle s'attaque à un gros morceau. Puis bon. Oui, puis on lui fait comprendre qu'elle est très jeune et c'est une très jeune femme pour faire ça. Pour faire ce choix oui, audacieux. C'est ça. Et puis, ben, à la fin, pour ouvrir le cœur, pour ouvrir l'émotion, on dirait que rapidement, pour moi, Malheur est devenu assez évident parce que je l'écoutais puis je pleurais. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi combattre? Clairement, c'est Malheur. Parce que je me dis, est-ce que c'est trop facile? Est-ce que c'est... Mais c'était ça, il fallait aller là. Puis quand j'ai vu aussi les mouvements sans la baguette, qu'est-ce que ça allait donner? Bon, on parlait de la danse, mais pour moi, il y avait quelque chose de... On flottait. C'était l'image que je voyais, comme une caméra qui flotte avec Emma. Donc, pour répondre à la question, autrement dit, les choix ont été faits pour la musicalité, mais aussi pour le corps, pour qu'est-ce que ça allait faire à Emma dans son corps. Et Amy Beach? Amy Beach, ben là, donc j'écris le scénario, puis à la fin, je fais, ben voyons, j'ai juste pris des compositeurs masculins. C'est pas mon genre. Comment je peux réparer? Mais non, et là, je me suis mis à découvrir Amy Beach, qui est formidable. Je veux dire, l'histoire est dure avec les femmes. On connaît peu notre histoire au féminin, c'est la vérité. Et donc, je tombe en amour avec Amy Beach et je me suis dit, ben, quelle face. En fait, il faut que ça soit le générique Amy Beach. C'est les jours heureux, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Donc, Amy Beach, pour moi, c'était comme logique qu'elle signe la fin du film. Wow. Vous avez mentionné plus tôt dans la discussion que votre mise en scène de Salomé, vous l'aviez voulu très moderne, très disruptive avec ce qu'on voit d'habitude à l'opéra. C'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous parce que depuis quelques années, dans tous les domaines artistiques, dans les médias aussi, dans l'éducation aussi, à l'université, on réévalue en fait l'enseignement et la diffusion de certaines œuvres qui sont considérées comme des classiques, qui font partie du canon, qu'on enseignait et qu'on montait depuis toujours sans trop se poser de questions. Et de nos jours, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. Alors, soit certaines œuvres sont mises de côté, soit on les réévalue, on les remet en scène d'une manière beaucoup plus contemporaine. Et en fait, ce que François Gérard, par exemple, fait à New York avec les opéras de Wagner que vous avez mentionnés. J'ai vu. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance, mais je veux dire, j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus et c'est absolument stupéfiant. Et Yannick Nézet-Séguin aussi travaille au Met. Donc, ils imaginent des productions extrêmement audacieuses. Ils n'ont absolument pas froid aux yeux. Ils abordent la société à travers l'histoire, etc. Donc, bref, je voulais vous entendre sur ça, en fait, le fait de remonter des classiques de manière contemporaine réellement. Pas juste faire des costumes contemporains, là, vraiment adresser les vraies questions. Well, I mean, I was in a very weird position with this because when I first did this in 1996, it was very provocative and it was very extreme in a way that I felt uncomfortable doing it in 2023. So that's to say, not only am I looking at the piece of music and reinterpreting it because it needs to be reevaluated, but also my own production seemed I needed to reevaluate it. So this is part of the reason I created Janine, because I felt like there was this chain of men, right? I mean, it's the Bible, it's a male story. Like it's Oscar Wilde is a man who's interpreting that.
Richard Strauss is a man who's interpreting Salome. Charles is interpreting it. The father is also. So I wanted to break this male line, and in my fantasy, the Canadian Opera Company would have asked a female director to do this new interpretation. But the reality is, it's very expensive to do new production, so it makes more sense to do a remount. But then it's like, okay, if I'm doing the remount, I wanted to use the opportunity to reevaluate. So this is part of the reason I created this character. Now, it's a bit perverse because I'm not saying that she's a brilliant director. I mean, she comes in and she's really contracted just to remount Charles's version, which is my version. And the changes that she's making are also changes that I have made over these 7 times I've done it. Cet aspect méta Oui, du film est incroyable. Absolument Ouais. méta, oui. Et en même temps, je ne suis pas sûr si j'avais trouvé une façon d'exprimer cette. I think the decision she makes not to go on the stage at the end is actually really strong, and it came to me very late because she doesn't need this male affirmation of kind of her what she has done, her process. And it's strange that John the Baptist that that has been cancelled still wants to have the bow, wants to have this ego boost of the bow, right? That she can actually step away from that because she starts the film by saying, you can look too much. She has been watched too much in her life. And she doesn't need to be witnessed at that moment. She prefers to maybe have this as a private moment. And it's possible that the most powerful piece of direction she does in the film is when she tells the lover of the husband to deface the portrait and then interrogate her mother. But she's not doing this directly. Again, it's like it's a direction she gives to somebody else, and she makes a payment in a way. So it's very complicated. It's not direct like in your film. Everything is very layered and baroque, in a way. Like it's people are acting in very strange. In many of my films, they're not acting the most direct way, right? They find strange rituals or ways to deal with their psychosis, right? Et pour ajouter à la complexité du personnage, c'est quand même marquant que lorsque on lui impose un coordonnateur d'intimité, elle le refuse extrêmement violemment. Oui. And what she does is actually very transgressive. Like you cannot, as a director, if it was a male director doing that to a woman, it would be like, even what she does is like it's wrong, right. Clearly. But there's lots of things that are wrong. Like when Clea goes to the administration and presents this video, she has every reason to be protected by the opera company, but they don't act that way. And this is based on a true story that happened to a friend of mine, that she went and it was like you think just because things have changed and you have women running the organization doesn't mean that there isn't still these desire to protect politically the organization before the rights of an individual, that those are actually still vulnerable rights. So what I found interesting is that this character, when she realizes that she's not being protected, she finds her own form of restorative justice. But then her lover correctly says that is wrong. The lover will not accept that will be the extracted justice. So there's many different things I'm trying, maybe too many things, I think, maybe. I mean, as I'm talking, I love the clarity of your film. I just think it's so... Et moi, j'ai adoré comme la subtilité, donc... No, but it's like On devrait juste faire un film ensemble, peut-être que comme... I watch your film and I go, oh, I wish I could make a film that simple. Like that's so direct and it's so pure, and I just think that I'm obsessed with this question you ask of like it came from this very personal thing of I was
I felt I needed to change this whole production. But when you do a remount, you don't have time, you don't have the budget, you have to use the same set, the same clothes, costume, so you can't really reimagine it. But I was creating a fantasy of a character who could reimagine it, and there was a reason and an agenda she had. So that's really, I hope that answers your question. Yeah. Absolument. Je voulais aussi vous entendre tous les deux sur vos personnages et leur vie privée et leur vie publique, parce que vous l'avez mentionné, donc la famille, très, très important dans les deux films, et les personnages des enfants aussi, qui agissent vraiment en tant que catalyseurs, de révélateurs de vérité, de quelque chose de très cru. Donc, les deux personnages, en fait, ils ont des positions de pouvoir et elles sont dans des métiers qui les mangent. Donc, c'est important pour vous, ce statement de dire que ces métiers passion, ces métiers publics, en fait, empêchent les femmes d'avoir aussi toute cette espèce de balance entre être une personne publique, être une personne de pouvoir, prendre position, se faire juger comme étant quelqu'un de dur, et après, ça t'empêche aussi d'avoir une vie privée, une vie personnelle? Ben, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est de rappeler l'importance de la vulnérabilité. Donc, je pense que parfois, je pense même qu'on peut nous regarder et nous imaginer d'une façon, mais il y a tout l'envers du décor de qui on est, et ça vient avec beaucoup de vulnérabilité. Donc, c'est ça. Puis d'avoir un personnage comme Emma, comme une chef d'orchestre, qui écoute, c'est pas plus fort comme symbole de confiance. Il faut être très confiant pour aller sur un podium devant plus de 60 musiciens avec une salle de 1500 personnes derrière toi. Mais aussi de mettre en contraste toute la douleur intérieure. Donc, on parlait de cette scène-là au début où elle a peur de nager, puis elle est prise sur un lac, il y a quelqu'un qui doit venir la chercher. J'aimais ça, faire ce contraste-là, moi, entre toute la complexité de la vie personnelle. Et on amène ça au travail, entre guillemets. Et je pense que, comme artiste, c'est ça qui nous définit. Je dirais que c'est un jeu pervers aussi entre les deux. Si je parle même pour moi, entre... Tu veux te nourrir comme artiste de ta vie personnelle, mais à un moment donné, jusqu'à quel point tu amènes ta vie personnelle aussi dans le travail, puis est-ce que c'est bon de le faire et d'amener le travail dans la vie personnelle, à quel point... Et donc, de trouver cette balance-là et comment on les nourrit un et l'autre. C'est comme des vases communicants, mais comment on trouve l'équilibre. Moi, je le cherche encore, hein, fait que je sais pas, mais mes films s'intéressent à ça, je pense. L'équilibre entre les deux. Puis But I think you find in your frames like these very generous, beautiful statements, like even just when they're going down the alleyway with the children playing, like in the way the camera is following, it's you create this energy of, it's very warm. It's very warm, and her relationship with her lover's son, and the boy's affection towards her, and the way. The transferences are very beautiful in your film. And I think, I saw that you dedicated it to your children, and so I really feel this in your filming, that there's this beautiful generosity of spirit, and that she's breaking this cycle, and juste vous dire, c'est vraiment un honneur de vous entendre parler de mon film. Non, mais on va le dire là, quand même. Ça me touche beaucoup. I really think this is a very interesting conversation, because you're seeing these two very similar subjects, but you're seeing, for the filmmakers here, it's a real study in camera position, like the fact that very often we're following Emma from behind. And so we're seeing how she's feeling this world, and then that scene in the alleyway, the movement of the camera, it's your work with your director photographer. He is really great, and so we're feeling this transmission of your spirit, and it's a very different journey through these two women, and I think we're both working with very expressive actresses. But it's interesting how we have total access to your actress, and in my film, I'm using her expressiveness to actually create a filter from it, right?
So what the effect of that is, and But I still could feel so much, you know. There's a distance. There's a distance from the way you frame, but I could connect to her. Yeah. I could, So I could be engaged. So it's always this question of calibration, right? Like with distance, composition, movement, performance, how you're using the camera, like. So yeah, these are all really, and also what you choose to show. Like I was saying, the ear, you know, and her that beautiful close up and of her, but before she wakes up. So we're hearing the sounds, we're seeing her ear, and then we see her brain respond to it before. So it's just beautiful. You're anyway. I don't have to tell you. You're very very good director. Merci. Vous êtes trop gentil. C'est pour ça qu'on va dans les festivals de cinéma, c'est pour avoir des rencontres comme Merci ça. Merci FNC pour ce moment spécial pour moi. Merci. Je vais citer Maestro Nézet-Séguin lui-même, qui avait dit « La musique est une chose qui peut aider les êtres à se libérer, voire à trouver un sens à leur vie. Est-ce que c'est le cas de Janine et Emma? Est-ce que elle se libère grâce à la musique? La musique va l'aider à se libérer. Je crois que ça aide à mettre des mots. Là, on n'est pas capable d'en mettre. Moi, la musique a cet effet-là sur moi. D'autres formes d'art, le cinéma peut avoir cet effet-là sur d'autres. Donc, c'est une façon de se voir, de se refléter, de mieux se comprendre. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là, pour moi, qu'Emma se libère. Probablement qu'elle se serait libérée, même si elle n'avait pas été une chef d'orchestre. Ça aurait pu être l'histoire d'une comptable. Mais bon, cinématographiquement, peut-être ça aurait été différent. Mais je pense que c'est ça, c'est un langage, la musique. Et elle utilise ce langage-là pour mieux se comprendre. I mean, in my film, she's aggressed by the machine of the orchestra, right? Which is crazy. When you're directing opera, when the orchestra is in rehearsal, you can never stop the orchestra because it's so expensive, right? Every moment that the orchestra is playing, the conductor, it's to the minute. So the director cannot say stop. And so when she does this, it's really so bizarre. And then she is aggressed by the machine. The machine, by the conductor, keeps playing, and it becomes almost the score of her despair, right? La scène est fascinante, magnifique. Yeah, and so so that scene, in some ways, it's she knows this music so well, but it's becoming a nightmare to her that the dance begins with her trying to get these singers to change their performance, right? And it's this desperation, really. So there's no music. And at the end, for those of you who know the score, when we're hearing the Strauss at the very end as she comes to the house, we recorded this without the aria. So this is Salome's final aria, but now we're just seeing that aria on her close-up. We're not hearing any voice, we're just hearing the music, and the aria becomes her expression as she. So so at that point she owns the score, like she's now absorbed it in terms of her own domestic life. So she's not performing it once she takes it back home, maybe she's able to actually come to terms with it, right? Yeah. So it's it's an incredible tool, like the sonic effect of, like you use it as well, like this moment when in the conference when we're looking through glass and there's a zoom as she gets the news that she's not going to get the job, and then the sound comes down and it's just silent on her. It's really strong. So the use of sound in cinema, and it's really like such a powerful tool. And all that scene was, again, you could say it's through glass, but I felt so close at all times to her. Mm-hmm. And then the next scene where she's talking with the administration, it's also through glass, right? Or the big scene that she has with the rainstorm.
Yeah, I true mean, glass it's also through glass. We're seeing the rain, and so you are also using these veils, but somehow they bring us closer to her. It's not they're not distancing us from her. So that's really remarkable. It's the performance, but it's also the intention, right? You're feeling close to her, even though you're creating these filters. Yeah. Je veux tout à fait aussi laisser la possibilité au public d'échanger. Donc, nous avons un micro ici. Qui voudrait prendre la parole, poser une question ou une réaction quelconque sur tous ces beaux sujets que nous abordons? Je sais, c'est pas facile d'être la première personne qui lève la main, mais j'en ai une ici. Merci beaucoup. Allô? Ça ne sera pas vraiment par rapport au film dont vous avez parlé, mais ça peut l'être aussi, mais ça va être une question pour vous deux sur... Je suis intéressée d'apprendre... tu sais, comme chaque film, on apprend, puis j'imagine que vous apprenez à chaque projet. Puis comment trouver toujours le moyen de continuer à apprendre? Puis ça serait quoi le lien aussi avec les erreurs, the failures, learning from those, maybe on those films or other... I think you've, I don't know, 20 plus. I don't know how many films you made, but Chloé, I think like again, it's just like I'm really being sincere. I do learn from watching like Chloé's film. Like it's like the cinema is just so there's so many things to learn all the time. I mean, like I didn't go to film school, so the way I learned was I watched films and films that affected me. I analyzed what was the camera doing and what was the organization of shots that created this effect. So when I'm watching, I've seen Chloé's film twice. So when I watch it the first time, I'm just watching it and I'm getting an emotional response. And when I watch it the second time, I'm analyzing, okay, where is her camera? And I'm also thinking about my own... Someone said something about this new film, is that sometimes when they watch my movies, they think I've never seen a film before. And I think that's actually a good thing, because it actually means that I'm naive. Like I'm quite naive in the way I work. And I sound like I'm intellectual, but I'm not. I'm just trying to express myself with this incredible language of cinema. But I'm constantly learning, like, from watching other films. Like, and I'm getting sometimes frustrated, sometimes really moved, but I'm really particular to why stories have to be told, and why are they told that way, and what is exciting the filmmaker? Why are they excited to tell this story? Because that's, to answer your question, I need to be excited by something, like to show it to an audience. I have to be excited. Sometimes I'm excited for the wrong reasons, and I understand that. And I let myself believe that this is a good reason to make a film, but it's not. But you learn that later on, and those are the failures, that you were excited for the wrong reason, or you cast someone for the wrong reason. But there's always a reason, like, and it's some form of self-delusion as well. Like you need to, like the orchestra, like the conductor needs to do. They have to convince other people that they know what they're doing, and it's very strange because everyone is watching you. Like they're all watching her, right? J'aime la question parce que j'avoue que ça me fait rebondir sur une question que j'avais un peu pour vous, mais parce que bon, oui, apprendre, mais moi je suis à 3 films, j'ai fait 3 longs métrages, j'ai pas du tout, à 18, je pense que vous avez traversé des choses que je n'ai pas traversées encore, et je me demande comment pas juste d'apprendre, mais comment on vit avec tous les high and lows, de se faire encenser, puis aussi critiquer, puis de comment on réussit à garder le cap sur qui on est. Moi, je trouve ça difficile, des fois, d'entendre toutes ces voix. Il y a ça dans mon film aussi, Emma, tout le monde lui dit un peu quoi faire, puis qui être. Puis je pense que c'était pour exprimer un peu comment parfois, moi, je me sens, il y a tout le temps quelqu'un pour te dire qu'est-ce que tu fais de bien et quelqu'un qui va te dire qu'est-ce que tu fais de mal. Puis comment tu fais pour ne pas écouter ces voix-là? I was lucky that my first feature, which I think is quite interesting,
no one really paid attention to it. Like it was, and actually, it didn't get to the festival de Nouveau Cinéma, and it didn't get to a lot of festivals. C'était dans les années 90. Hein. Moi, j'étais pas là. C'est pas ma faute. Okay. But also the main critic at the time at the Globe and Mail, the national English paper, J. Scott, very influential. He said he hated it so much he was not going to review it. And then I had like pourtant c'est tellement bien d'écrire des papiers sur des films qu'on déteste. I had this really strong like I realized I needed to have a really thick skin if I wanted to do this, because like no one was like making me feel like I did something special. And then when I had my second feature here, suddenly I was treated like I had amazing, like with this thing with Wim Wenders, and my life changed, and the film went to Berlin, and suddenly I understood like these festivals. But I always thought of my first feature, and like, okay, it can go this way or it could go that way. I think it's more difficult for somebody like you because your first film was really like embraced, right? And so you kind of feel that it's always like that, but it's not, you know. I also have had these crazy experiences at Cannes where like I've been taken to the very top there on the red stairs, and then I've been completely crushed there as well, right? So I've had the very extreme experiences, and you need to not, you know, I think as human beings, we're most happy when we don't take ourselves too seriously. Yeah, you're right. And that this profession, the worst thing is that it makes you take yourself way too seriously. So like during the festival, I was like very anxious, Toronto, because I thought the film was not going to be successful, but then it was good. The critics were good. But then a week after the festival, I woke up one morning, I was very happy because I wasn't thinking about myself so much, right? But all these people, this is the biggest problem. Oui, tout le monde nous ramène à penser à nous. Oui, non, mais j'adore ce que... Oui, c'est quand on sort un film, tout est à propos de nous. Oui, pendant un temps. Puis moi, ça me va pas bien, je pense. Je trouve ça anxiogène, cette partie-là du métier. Où soudainement, j'adore créer, j'adore faire un film. Je réfléchis pas quand je suis en tournage. Mais là, soudainement, le film sort et là, je deviens trop consciente. Et ça, c'est difficile. C'est vraiment mon apprentissage que j'essaie de faire, de me prendre moins au sérieux dans ces moments-là, puis de juste, I don't know, me grounder. Ouais. But this is the paradox of creation, is that we all know you have to take yourself seriously to create, but we also know that if you take yourself too seriously, you become super unbearable. Like you become like really pretentious and unbearable. Like I see it in people, like how can you take yourself that seriously? But they do, and sometimes I do as well, you know, and it's like, that's when I'm most unhappy, when I think I'm really, I should be taken seriously. But the festivals and the world makes you feel this way, right? I don't know, it's very, but you need to just have a thick skin. Like you need to understand that not everyone's going to love everything you do, for sure. And it's like, and it's very precious when you have contact with people, like you're able to get response. Yeah. Mais merci. Ça, je garde ça en tête. Yeah. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, je dois dire que j'ai beaucoup aimé chacun de vos films, mais ma question s'adresserait à Chloé. Vous terminez votre film sur une pièce de Claude Léveillé. Oui. Qui autrefois servait d'indicatif musical à un téléroman que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Le Monde de Marcel Dubé. Quand j'ai entendu les premières notes de cette pièce que je connais très bien, j'étais déjà fort ému. Et je l'étais justement quand l'indicatif musical du Monde de Marcel Dubé commençait, j'étais comme pris d'émotion dès le départ. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette pièce? J'ai pour une raison obscure, je dis obscure parce que dans mon réseau d'amis, Claude Léveillé, c'est pas nécessairement ce qu'on écoute dans les 5 à 7. Mais je suis tombée par pur hasard sur Claude Léveillé il y a peut-être 10 ans. Et ça m'avait beaucoup nourri dans l'écriture de Pays.
C'était un peu jazzy, piano, puis j'ai écrit puis en écoutant en boucle Claude Léveillé. Et donc, je connaissais l'album, je ne veux pas me tromper, 2 voix, oui, bon, dans lequel il y a le morceau dont vous parlez. Et je trouvais que c'était plein d'espoir. Quand je l'écoute, je ressens, il y a une mélancolie, il y a une nostalgie, il y a une tristesse, mais il y a comme une lumière. Puis encore là, quand j'écoute quelque chose et que les larmes viennent, je me dis, c'est bon signe. Et puis, je ne sais pas, c'était une évidence qu'il fallait que ça soit dans le film. Et je l'ai réprimé longtemps, je ne l'ai pas dit à mes producteurs, je ne le disais à personne, ce n'était pas écrit au scénario. Et là, je suis arrivée en montage, j'ai dit à mon monteur, ça te dérangerait-tu, on va essayer quelque chose. Puis là, j'ai mis Claude Léveillé, je fais, c'est ça. Puis là, mes producteurs, tout le monde s'est gratté la tête parce que, bon, il fallait avoir les droits, puis ça, c'était un autre dossier, un peu compliqué. Mais je suis contente que vous mentionnez parce que je trouve que c'est un des plus grands. C'est vraiment magnifique, puis on devrait le connaître davantage. Je parle des gens de ma génération. D'autres questions? Oui, je vois une main levée ici. So this question is for Atom. I was just curious what the process was like working with the opera company, specifically showing them sometimes in a more negative light, like were there challenges there? The opera company was incredibly supportive. Like they really, they're listed as like producing entities because they really did support the project. We're not mentioning Canadian Opera Company because of those choices, because they are, they were uncomfortable. But again, that choice is based on an experience with another theatre company in Toronto, where there was a new diverse board, which was there to make change. And they made a really bad decision, which was very public in Toronto, with a technician that was like using their position of authority to victimize young artists. And the board knew, and they allowed it to happen. So it was really strange. Like it was a young new board. So it became like, so I was basing it on this. Not the opera company has not behaved that way, but I felt it was interesting to, and the reason why this I will say, I don't want to tell her story, but the reason why this actress Rebecca was so good in this scene, and when you see her anger, when the person says we don't have to support this, is that she had that experience, and I didn't even know it. Like when I talked to her, there was a show she was working on where this happened, and she went and complained and was it's just strange how people work, right? It's yes, times have changed, but it's also meant that there's a language, there's a process, and it's still very difficult to get complete, immediate affirmation in a situation where there's any room for ambiguity. And very often these attacks are happening in a situation where there's some room for ambiguity. Now you would say, in her case, she happened to be photographing it. I mean, she has proof of it. But the fact that they would say, is this staged? But also the fact, it's interesting that her lover would say, did you plan this? And we know that she did not plan this, but it's interesting to me that there is still so many questions that come up. And it means that even though we have changed, we're still absorbing what those changes mean. Because it's you can't immediately change like so many years of abusive behavior. Like it doesn't happen that quickly. Because we're still traumatized by the underlying reason of why people behave this way. It's really, and that's what I thought was really interesting in your film. Like the levels of it in the father, and the way he rationalizes it. But we can see her actually processing that really clearly, and yet when the moment comes, there's this visceral feeling, and you resort to like almost a childlike, horror, right? Because it's violence.
like you're in danger. Like he's driving the car and he's going to crash, and she starts saying, I'm an idiot, right? Like, you know, the things that you say because you're just feeling this crazy panic. It's terrifying, you know, and I think, yeah, I could go on. Yeah, it's just interesting to me that, you know, as artists we try, we don't have answers. We just need to we have to show what we think our society is about, right? Right. Mais j'ai beaucoup aimé par rapport à la question justement de comment je trouve, vous avez montré avec beaucoup de nuances, beaucoup de subtilité, mais comment on protège encore aujourd'hui, on protège encore le système avant l'humain. Puis j'ai trouvé ça intéressant que ce soit deux femmes, vous en avez parlé un petit peu tantôt, mais deux femmes qui étaient en position de pouvoir là, à l'opéra et qui quand même, par désir de protéger la production avant tout, vont quand même remettre en question le jugement de son nom m'échappe, mais de la chef costumière. Donc, je trouvais que c'était habile comment c'était présenté. Puis aussi, j'ai trouvé que vous n'êtes pas tombé non plus dans le cliché de « ça va être deux hommes » ou il y avait quelque chose de plus nuancé dans ce sens-là. I mean, the reality is, the reason why they're thinking that way is technically is because she has the video, she could be accused that the company was entrapping him, right? Because she's saying, I was asked to do this by the company, so the company could then be accused by his lawyer. You know, so it's all about the legal way of that this would then be absorbed, which has nothing to do with the feelings that people have, right? Je crois que j'avais vu une autre main levée. Oui. Oui, bonsoir. Je voudrais vous remercier Bonsoir. d'avoir choisi ce thème de la femme dans la position de pouvoir dans un monde où c'est l'homme qui dirige pas mal de choses, parce que c'est un sujet qui, je pense que dans le milieu des arts, on en a longtemps parlé, mais dans le cinéma, ça me semble être quelque chose de relativement récent. Puis, on dirait que ça déboule maintenant rapidement, comme quand on pense par exemple à Fair Play, que c'est dans le monde des affaires, qu'on pense aux films de Tar, puis à vos deux films. Puis, quand je vous écoute, je ne peux pas faire autrement que d'avoir Tar en tête, ce film-là. Puis, je suis curieux de voir un peu comment vous avez réussi à dealer avec ce parallèle qui est quand même assez évident, surtout pour le film de Chloé, la femme qui est chef d'orchestre. Votre film, c'est la même chose. Je veux juste voir comment vous avez un peu réfléchi votre scénario en sachant tous ces parallèles-là qui arrivent tout en même temps. Ben moi, je veux juste préciser que je ne savais pas du tout. J'ai appris l'existence de Tar et mon film était terminé de monter. Donc, c'est ce qu'on appelle un mauvais timing. Quasi aucune femme chef d'orchestre et deux films. Donc, c'est juste les coïncidences de la vie. Donc, comment je deal avec maintenant, c'est plus en promo du film que dans la réalité du tournage. Quand je tournais mon film, je me pensais bien génial d'avoir une femme chef d'orchestre. Je trouvais ça très original. Mais, excusez, l'humour, c'est plus fort que moi, mais pour cette question-là. Mais donc, je dois dealer avec plus dans la promotion. Mais en quelque part, il y a une partie de moi au début de toute cette... J'ai très hâte de vous entendre d'ailleurs par rapport à Tar, parce que j'ai l'impression qu'on vous en parle aussi beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'au début, j'étais fâchée. J'étais plus dans ah ben ça va me nuire, dans les faits probablement là, que ça me nuit à certains égards dans les festivals, puis bon. Mais après ça, si on oublie ma personne pendant 2 secondes, c'est quand même formidable qu'il y ait des films qui s'intéressent à des femmes chefs d'orchestre et qui soient dans la culture populaire actuellement. Donc, soyons donc contents qu'il y a ce mouvement-là qui se passe. Puis dans le fond, je suis fière de participer à ce mouvement-là. Fait que c'est plus ce côté-là que j'ai choisi maintenant en dedans de moi, disons. Mais oui, dans Tar, toutes les questions qu'on a mentionnées par rapport à mettre de côté certaines œuvres, c'est très présent aussi, puis comment elle enseigne aussi la musique. Donc, c'est des sujets qui touchent les thématiques de votre film aussi. Yeah, I mean, I think ultimately, like, you know, we have no control over, like, again, as I was saying, you know, we have antenna. It's interesting that these issues come up. I will say, when you were talking about things changing, I would say in the opera world, when they're referring to this production in Stuttgart that he was in,
it's still the case that directors in Europe especially can really be quite abusive in terms of their demands, and that it's still tolerated in that world more than it is in the North American culture. So it's interesting that it's still shifting. I think that it's look, we don't know what Chloé was working on your film. Like if you're working on it 3 years ago, you had no idea that Tar was going to happen. And in my case, thankfully, but I'm still being compared to it, and but it's good. I guess it's good that that's it. It creates a conversation, and that's all we want. And the conversation is of this moment, Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'on nous compare, mais à la fois, moi, j'aime bien rappeler que dans Tar, c'est elle l'abuseur. Et donc, moi, nos films sont sur des gens qui ont vécu des abus. Et donc, dans un sens, c'est des films absolument opposés. Donc, il y a quelque chose aussi d'un peu paradoxal qu'on les compare. Puis, je pense que nos films sont un petit peu en réaction avec le mouvement des dernières années où on commence à parler justement de toxicité dans des liens familiaux, au travail et tout. Et pour moi, le film était en réponse. J'avoue que quand j'ai vu Tar, et Tar a plein de qualités, mais j'ai été, et j'ai pas peur de le dire, je veux dire, de toute façon, Todd Field n'est pas là aujourd'hui, mais un peu, je me suis dit, on avait un petit peu hâte de le mettre sur le dos d'une femme. Et j'ai trouvé que c'était rapide. Personnellement, ça m'a personnellement heurté. Et ça m'a étonné qu'on n'en parle pas davantage de ce côté-là. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant si tous nos films peuvent exister parce que je crois qu'ils disent des choses finalement diamétralement opposées. Je pense qu'on exprime chacun différentes facettes de situations d'abus. On aurait le temps pour une dernière question. Ou 2 questions si elles sont rapides. Dans le processus de création, est-ce que c'était une scène, une musique choisie, ou vous avez choisi une musique et créé une scène, lequel venait influencer lequel? Est-ce que la scène influençait le choix de la musique, ou est-ce que la musique influençait l'écriture de la scène? C'est évident que j'utilise la musique de Strauss. Il y a le choix de... Je n'avais pas utilisé tout l'opéra. Il y a très spécifiquement les sections qui sont un peu accessibles parce qu'il y a des moments qui sont vraiment durs. Pas Schoenberg, but there are parts that are more cacophonous. So, but I've chosen, but in your case, you're planning like. Ouais, en fait, j'essaie même de me souvenir dans quel ordre se sont faites les choses. Et je pense que c'est une danse entre commencer à écrire une scène, de sentir vers quelle émotion je veux aller, et là, ensuite de trouver le bon morceau, et là, en ayant ce morceau-là en tête, de réécrire. Fait que je pense que c'était vraiment une danse entre les deux, dans mon cas. Ouais. And I'm also working with the Oscar Wilde as well. So there's the pieces of the text which are very... which are important to me. So I'm using those moments of the opera that use that text. So that informs the choice as much as the music in some cases. But then I'm working with my brilliant composer, Michael Dana, who has scored all of my films. And so he's also then reacting to the Strauss. And it's interesting that we're both using in the music, not the classical music, we're using sounds which are not, that are more jazz influence. Like I'm using the vibraphone as my theme, and you're also using like some, non-classical instruments in your music, right? So that's an interesting choice, I think. Yeah. Il y avait une autre main levée. Oui. Une autre question? Question for Adam, and I'll preface this by saying I haven't yet gotten to see Seven Veils, but earlier you were talking about you find you often write characters who are
in this constant state of avoidance, or they use habits and routines to kind of avoid confronting either an uncomfortable truth about themselves or the source of their anxiety or trauma. Yeah. And I've always found that so profoundly Canadian, I guess, that collectively, I think that kind of defines us, that there's these myths we tell ourselves about ourselves, and even our international reputation as being so polite or overly kind. We can only really believe that if we're kind of in denial with ourselves. So I've always found your characters are almost like a microcosm of this collective experience. So I guess my question is, like, do you ever think of your films as expressively like a reflection on being Canadian, or how much is Canadianness a part of? I mean, to me, one of my favorite French terms is déformation professionnelle, like where you are like somehow what you do somehow begins to shape who you are. But that also raises the question of do we move towards certain things because it actually deals with our own like neuroses, right? So like in my films, like you have customs agents, insurance adjusters, tax auditors, food inspectors, people who have access into other people's lives and have the ability professionally to ask questions and to torment people if they so choose, and so I think I'm an immigrant, and I think when we came to the country, I must have watched my parents deal with these people and seen them change their behavior. Like when they were dealing, like there must have been a traumatic customs officer when we came to Canada. And I must have seen my parents acting panicked because it really impressed me. And I still get very nervous when I go through customs. And I get, I do mistakes and I say the wrong things and I always get stopped and it's just terrible. And I just think that when you come into a culture, you remember what it means to become like an English Canadian. Like my parents moved to Victoria, British Columbia in 1962. And we were the only family like we were Armenians in that city. And so I was very aware that personality is a construct. You construct yourself based on how you observe other people behaving, and the job they do becomes part of that as well. So I that's all I can say, is that I'm very aware that and that's why I love films like your films, where everyone acts kind of naturally, because to me there's something strange about the performance of character, and that there's where authenticity is something that I'm constantly trying to look for. It's not like an easy question for me. And I love cinema where it feels effortless, because it's not effortless for me. It's like, it's really like I'm very aware of I'm depicting something. And I leave a lot, I want my actors to saturate themselves with the human details that will make it work, because it's a strange alchemy, because you don't want them to be self-conscious, that you want them to feel real. So yeah, I don't think that's Canadian, but maybe it's part of it. I mean, and it's difficult also to know, and the country's changed so much as well, obviously. But anyway, on that moment, c'est toujours une question. On parle de cinéma canadien, et c'est ça, refaire spécifiquement de cinéma anglophone, je crois. Et c'était important à définir les différences entre les deux cultures tout le temps. I was so moved when I came here, because I was so impressed by this incredible tradition of Québécois cinema, which we didn't have really in English Canada. And so I was like the filmmakers
that were here, these artisanal filmmakers and female filmmakers, like the films of Paul Baillargeon or Mireille Dansereau, and like these incredible and filmmakers like Jean-Pierre Lefebvre at the time, and obviously the early Gilles Carle, and all these films were like really very important to me. So it was so beautiful when I came to the Festival du Nouveau Cinéma, and I had this response because it was very touching. À l'époque, c'était vraiment, j'étais complètement bouleversé par la réponse que j'ai reçue ici avec le deuxième long métrage, et j'étais tellement content avec la réponse que j'ai reçue hier soir. Merci mille fois. Chloé Robichaud, à Tom Egoyan, merci énormément de nous avoir rendu visite et de nous avoir partagé toutes vos réflexions d'artistes cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.